La mort est longtemps restée un concept abstrait pour moi. Je veux dire, plus longtemps que pour la moyenne des enfants. Pourtant, on a longuement tenté de me l'expliquer, à l'occasion de quelques décès de proches qui ont parsemé ma jeunesse. À savoir, très peu. La première personne décédée dans mon entourage, c'était mon arrière-grand-mère. On l'appelait la Yaya. Quand j'étais petit, j'allais fréquemment une semaine ou deux chez ma grand-mère, dans un petit village à la campagne, situé dans le sud de la France. Famille espagnole de Catalogne. Mes cousines et cousins y étaient aussi souvent, nombreux. On se marrait, on se fâchait, on se poursuivait pour un rien dans le potager immense. On se racontait des histoires d'horreur dans le garage, lumière éteinte, près du tracteur, et on en faisait des cauchemars pendant des mois. Mais ce qui nous foutait vraiment la trouille, c'était la Yaya. C'était une vieille femme qui avait vécu toute sa vie en Catalogne, hébergée chez mes grands-parents après la mort de son mari, car devenue incapable de s'occuper d'elle-même. Elle était vieille, très vieille. Quand j'avais 5 ans, elle en avait 92. À nos âges, on ne connaissait personne d'autre qui soit aussi vieux. Elle avançait lentement, très lentement, pliée en deux. Son dos, un angle droit. On entendait le bruit de ses pantoufles dans le couloir, toutes les 2 ou 3 secondes. Tic, tchac. Et par-dessus tout, elle était méchante, très méchante. Elle ne supportait pas nos jeux, nos rires. Elle ne supportait pas les enfants. Elle nous donnait de la canne. Elle ne parlait pas un mot de français, mais rouspétait tout le temps contre nous. Elle était obsédée par le chat, et reprochait 15 fois par jour à ma grand-mère de ne pas l'avoir nourri. Un début de démence qui n'allait pas s'arranger avec le temps. Jamais un sourire. Elle grognait, elle râlait, buvait. Ses yeux gonflaient, ses rides se creusaient. Elle devenait rouge. Ça nous terrifiait. Quand, en courant, on passait l'angle d'un couloir et qu'on tombait sur la Yaya sans s'y attendre, ça nous faisait comme un coup de couteau au cœur. De la voir là, devant nous, voûtée, cheveux épars, yeux exorbités, et cette sorte d'infection étrange au visage, une tache rosâtre qui lui avait envoyé la moitié du nez, une partie de la joue et de l'œil droit, et qui contrastait avec la pâleur de sa peau. Au milieu de la tache, sur le nez, une sorte de grosse croûte qui suintait sans arrêt. Ça doit avoir un nom en médecine, mais je ne l'ai jamais cherché. Quand on tombait sur elle donc, on se figeait sous le choc quelques secondes. Et on repartait en courant plus vite, avant qu'elle ne se mette à écumer 1000 injures incompréhensibles. Des fois, l'un d'entre nous faisait semblant de l'avoir vue et criait « C'est la Yaya !» Alors on détalait à toute allure en hurlant. Parfois, elle ne nous supportait tellement plus qu'elle se mettait à nous suivre. Pour nous faire quoi ? On n'osait pas imaginer. On se réfugiait où on pouvait, dans une chambre ou dans un placard, en sueur et paniqué. On l'entendait arriver, lentement, au bruit de ses pantoufles qui traînaient sur le sol. Tchic, tchac, tchic, tchac. On se retenait de crier de toutes nos forces, quand elle s'arrêtait à quelques mètres de nous et restait là, immobile pendant plusieurs minutes, sans rien dire, ni faire devant la porte fermée. Il y avait une chose qui me terrifiait plus que tout. Quand mes cousins et cousines n'étaient pas là, et que je dormais seule dans mon lit, presque toutes les nuits, la Yaya se levait. Dans le silence et le noir dense de la nuit des campagnes, j'entendais le bruit de ses pantoufles qui frottaient sur le sol, à chacun de ses pas. Tchic, tchac. Elle allait dans la cuisine, toujours, y faire je ne sais quoi. Après quelques bruits de tiroirs que l'on ouvre et ferme, elle repartait, et je l'entendais se rapprocher doucement de ma chambre. Le son de ses pas se faisait de plus en plus net, à mesure qu'elle avançait. Dans ces moments, je tendais l'oreille autant que je me noyais de paroles intérieures, pour ne rien entendre. Quand je n'y tenais plus, je m'enfouissais la tête sous la couette, dégoulinant de sueur. Ses pas s'approchaient, tchic, tchac, jusqu'à s'arrêter devant la porte. Puis plus un bruit. J'avais à chaque fois l'impression que mon cœur allait exploser. Après quelques minutes, elle retournait lentement à sa chambre. La Yaya est morte à 93 ans. On m'a donc expliqué qu'elle était partie, qu'elle n'était plus là, qu'on ne la reverrait plus jamais, qu'elle était au cimetière, dans la tombe. Ce qu'on dit aux enfants quand on veut être honnête avec eux. Et si, pendant les années qui suivirent, je n'arrivais malgré tout pas bien à saisir ce que c'était que la mort, c'est qu'à chaque fois que je dormais chez ma grand-mère, j'entendais le bruit des pantoufles de la Yaya s'arrêter devant ma porte.
Au centre de l'Angleterre se trouve une ferme appartenant à un homme appelé John Glass. Si vous avez la chance de trouver cet endroit, John Glass vous emmènera volontiers voir ses animaux et vous traitera avec la plus grande gentillesse. Il vous retiendra jusqu'au soir, où il insistera pour que vous restiez et repartiez le lendemain matin. Comme vous ne souhaiterez pas manquer de respect à ce vieil homme, vous accepterez et vous vous installerez pour la nuit dans une chambre douillette. Le matin, vous vous réveillerez sur un lit sans matelas. La chambre sera sale, malodorante et semblera vieille. Le reste du bâtiment aura également l'air vétuste, avec quelques carcasses d'animaux en décomposition, jonchant les champs. Il n'y aura aucun bruit, à l'exception d'un léger grincement. Vous découvrirez qu'il provient d'une grange délabrée, et si vous osez jeter un coup d'œil à l'intérieur, vous vous verrez attaché et bâillonné. Vous verrez John Glass vous torturer d'une manière que vous ne pourrez même pas imaginer. Puis, vous vous réveillerez dans votre lit propre, sans aucun souvenir de la veille. Vous chercherez une ferme abandonnée, et dès que vous la trouverez, vous déciderez de vous y installer et de la rénover. Vous oublierez votre ancienne vie. 1 an plus tard, un voyageur sans méfiance viendra dans votre ferme. Vous l'emmènerez volontiers voir vos animaux, et le traiterez avec la plus grande gentillesse. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Alors, évidemment qu'une fois que l'idée est plantée là, elle ne m'a plus quitté. Quand mon tout nouveau propriétaire m'avait fait visiter la maison que je venais de louer, les instructions étaient simples, presque austères. Faire attention au chauffe-eau, 2, 2, 0, 3 pour le local poubelle, etc. Mais il y avait cette instruction abstraite qui avait conclu notre visite de la cave. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. C'était presque trop facile. Je me voyais déjà dans tous les journaux de la ville. Un homme se fait étriper dans sa cave après la découverte du repère d'un tueur en série. Bon, la formulation pouvait bien changer, mais l'idée était toujours là. Je me suis toujours trouvé suffisamment malin pour esquiver les problèmes. Je n'allais pas commencer à tenter le diable aujourd'hui. Alors non, je n'allais pas ouvrir cette porte. Les premiers mois dans la maison se sont déroulés sans problème. J'ai même invité quelques copains, et je ne manquais jamais de leur rappeler cette obscure instruction. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Mais bien sûr, la machine à problème que j'appelle communément, mon cerveau, s'est vite mise à dérailler. Évidemment que j'allais l'ouvrir, cette putain de porte. C'était une question de jours, d'heures. Bordel, j'ai jamais été très catho. Je crois pas aux fantômes. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière cette porte qui pouvait me faire si peur? Alors évidemment que ce soir de mars, j'y suis allée. Et dans ma tête, la phrase résonnait. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. J'ai avancé dans la cave, baissant la tête pour éviter les planches. Tout était précis dans mon cerveau. Je me souviens du pull bleu que je portais, de l'ampoule qui se balançait mollement au centre de la pièce. Chaque détail est imprimé. Et me voilà, avançant devant cette putain de porte. Je suis resté figé 2 bonnes minutes, à me demander si je voulais bien l'ouvrir, si je devais oser. Puis, la porte s'est ouverte devant moi. Je suis resté bouche bée, figé. Devant moi, se tenait un homme, qui semblait aussi peu à l'aise que moi. Derrière lui, une cave, identique à la mienne, mais inversée, comme dans un miroir. L'homme qui venait d'ouvrir m'était presque identique. Un sosie parfait, en fait. Si ce n'est quelques éléments. Ses yeux n'étaient pas de la bonne couleur, et son pull était gris, pas bleu. Je fixais ce double, sans trop y croire. Nous nous sommes regardés. Il a fini par parler. Bordel, je m'étais toujours demandé ce qu'il y avait derrière cette porte.